Voilà. Hey, bonjour. Je vais Bonjour. te fermer le clapet dans un instant. Bon, je pense que vous me connaissez tous. Hein? Vous êtes sur ma chaîne, Nicolas Desjardins, étudiant en médecine intégrative et autre chose, président de l'Institut Neuroperformance. J'adore le cerveau et toutes les méthodes qui me permettent de parvenir à communiquer en fait avec le corps dans tous ses aspects, c'est-à-dire mental, physique, énergétique, structurel, etc. J'ai moi-même travaillé beaucoup avec PNL, hypnose, d'autres choses. Puis la synergologie, comme manuel de la pratique, c'est quelque chose qui m'intéresse, ça fait vraiment longtemps. Puis je pense que je suis rendu pas mal un maître dans ce domaine. Alors, je voulais vous le présenter aujourd'hui, Manuel Constant. Bonjour. Bonjour. On vient tout juste de faire le niveau 1, en fait, dans sa formation. Alors, je m'attendais à quelque chose de bien. Je te l'ai même pas dit, hein, mais je suis même, je pourrais dire, agréablement surpris parce que j'ai reçu un document. Moi, j'aime ça avoir des documents. Puis son document, il est très bien fait. Ça, je m'y attendais parce qu'il y a un souci du détail, un peu comme moi. On est un petit peu... On pousse les choses. Son branding exceptionnel, ça c'est déjà quelque chose. Et le contenu de cours, c'était fait présenter beaucoup avec des vidéos et des analyses. Puis j'ai adoré le côté éducatif de revoir le même truc, mais avec un autre angle. Puis ça, je trouve que c'est une méthodologie d'apprentissage, c'était hyper académique, c'est super cool. Alors, très satisfait de mon cours. Mission accomplie. Je vais faire le niveau 2 quand que mon agenda international va le permettre, parce que je suis un peu désolé. Là. Je ne pourrais pas faire... C'est quoi, c'est en octobre, tu fais ton niveau 2? Oui. Ouais. Alors voilà. Je vais te laisser parler un petit peu de toi. Moi, j'aime bien l'histoire des gens. Savoir, parce que bien beau dire, il fait la synergo, mais c'est un être humain qui avait un travail avant, j'imagine. Oui. Puis, comme tous les bons thérapeutes de ce monde, je pense qu'on est des gens qui sont révolus, soit dans l'entraînement, soit dans la thérapie, après avoir fait autre chose. Puis, on s'est découvert un peu une passion pour l'être humain. Je pense que c'est peut-être ça qui t'est arrivé aussi. J'aimerais ça que tu nous en parles parce qu'on ne sait pas. Bien, dans le fond, je vais y aller avec seulement le parcours un peu pertinent parce qu'on n'aimera pas tout ce que j'ai fait dans la vie, ça n'a aucune pertinence. Pour faire ça bref, j'ai fait partie, dans le fond, j'ai œuvré dans le coaching sportif pendant plus d'une décennie. Bien que j'adorais le plan physique, physiologique de l'individu, de l'être humain, j'aimais énormément aussi, même peut-être davantage, l'aspect mental du coaching. Par mental, j'entends tout ce qui englobe la réalité quotidienne de la personne. Donc, tu sais, là, on peut parler profondément de ça, mais c'était vraiment plus un aspect moins tangible, si on veut, moins physique, moins physiologique. J'ai toujours aimé cet aspect-là. Donc, conjointement, j'ai étudié plein de trucs qui avaient rapport à ça. Tu sais, que ce soit de la psycho, de la philo, de la communication. J'ai vraiment plongé fort dans la communication. Ce qui m'a amené un jour à m'inscrire au cursus de synergologie officiel, qui est... Disons-le. Dans le fond, il y a juste un institut mondialement reconnu, là, que ce soit l'Institut européen ou québécois, ça part de la même maison mère. Donc, la synergologie, c'est le seul champ d'études qui étudie comme objet central le langage corporel. C'est ce que j'ai fait, un cursus de 3 ans. Puis, je suis vraiment sorti de là épaté, mais pendant que je faisais mon cursus, j'étais encore en coaching sportif. Puis, plus j'en faisais, plus je me rendais compte à quel point c'était efficace. Puis c'était pas une question d'être endoctriné, c'était vraiment hallucinant à quel point ça fonctionnait. Puis là, je me disais, je peux pas croire que les entraîneurs n'ont pas accès à ça parce que c'est c'est un métier en soi. Il n'y a pas un entraîneur au monde qui va aller chercher sa synergologie parce que c'est trop long, trop coûteux, trop 3 ans, c'est long. Fait que j'ai décidé que je n'avais pas le droit de mourir avec ça, puis donc de former quelque chose pour les entraîneurs privés exclusivement. Je dis entraîneur privé, c'est coaching sportif, là, fait que ça peut être de la naturopathie, de la psychologie sportive, de l'entraînement privé, de la kinésiologie. Pour moi, c'est de la consultation sportive. Les formations que j'ai créées sont basées là-dessus. Un peu plus accessible que l'Institut. Très pratico-pratique, pragmatique, je pense. Oui, c'est ça. Ben, c'est applicable n'importe quand. Là. Donc, c'est un peu une niche parce que finalement, j'avais la vision de l'entraîneur privé. Puis, je suis devenu synergologue. J'ai voulu jumeler les deux ensemble pour offrir un nouvel outil aux entraîneurs qui est assez phénoménal. Quand même, comme outil, c'est remarquable. Ça se distingue. Ouais. Ben, c'est ça. C'est génial parce que c'est drôle parce qu'on écoute des épisodes de télévision, on fait des trucs, on va au restaurant. Ensuite, on s'est donné des petits défis le soir pour aller pratiquer un peu, exercer l'œil, hein, parce que c'est comme tout métier, je crois, faut exercer notre œil à avoir des trucs pour avoir moins de surprises, pour développer certains automatismes.
Puis ces automatismes-là, au début, ils ne le sont pas, évidemment. Là. Moi, c'est ça que je trouve fascinant parce que quand je regarde une vidéo, exemple, là, suite aux formations, j'ai été capable de bien apprendre puis intégrer. Comprendre. Oui, c'est ça, comprendre aussi, là, c'est super important. Mais plusieurs types. Exemple, les mouvements des yeux à gauche, je voudrais dire, on peut le dire, vers le passé plutôt. Oui, entre autres. Là. À droite, plutôt vers le futur. Puis là, juste regarder quelqu'un, voir les mouvements des yeux qu'elle fait quand elle discute, là, on réalise que, OK, c'est quelque chose. On touche à quelque chose. Ouais. C'est pas juste je vous vends ça, ça veut dire ça. C'est qu'on voit en démonstration que ça fonctionne. Et vous avez la chance en plus, comme participant, de voir dans votre vie si ça fonctionne pas. Mes participants s'en retournent le soir chez eux, ils peuvent tester. J'aurais l'air fou si ça ne fonctionnerait pas. Non, c'est ça, exactement. Puis ensuite, les mouvements de tête, les angles de tête, c'est ce qu'on a appris vraiment dans le niveau 1, en fait. C'est les axes rotatifs, les axes latéraux, les mouvements des yeux. Ensuite, on a appris les positions des mains, les fameux croisés de bras, croisés de jambes, qu'est-ce que ça voulait dire. Puis il y a beaucoup de mythes qui circulent. Je pense que les positions, sur la chaise, c'est super intéressant. Comme là. Oui, exact. Oh, c'est une belle position. Non, tu ne veux pas le savoir, celle-là. On fera une analyse après le post-live. Je la connais, c'est bon, je viens de comprendre. OK. Il est timide un peu. Okay, position de fuite. Oui, c'est ça. Faut pas s'inquiéter. Nous aussi, dans le fond, on peut pas. On va en parler d'un des points tantôt, mais on ne peut pas cacher vraiment ce que le corps fait. Parce que pendant qu'on parle, à un moment donné, on ne peut pas focaliser complètement notre attention sur ce que notre corps dit pendant que ce que notre tête dit. Fait que c'est pas. Il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées, qui sont fausses par rapport à la synergologie, comme quoi qu'on peut manipuler les gens ou manipuler notre propre langage corporel pour avoir ce qu'on veut. Je crois qu'il faut avoir une certaine expertise, hein, mais c'est tellement complexe. Quand j'ai commencé à jouer avec les yeux, OK, les positions de tête, OK, après ça, les positions de bras, les positions de main, les positions sur la chaise, il faut que tu analyses un élément séparé. Tu ne peux pas voir tout en même temps, ça n'a pas de sens. Fait que juste commencer... Du moins, tu ne peux pas contrôler tout en même temps. Ni contrôler, mais juste toi, en tant qu'observateur, si tu analyses quelqu'un qui dit « je voudrais le manipuler », il faudrait que tu prennes des notes pendant qu'on suit, puis tu fasses des corrélations, puis pendant ce temps-là, tu n'as pas l'air d'écouter du tout. Là. Tu serais complètement ailleurs, puis après ça, de formuler quelque chose d'intelligent pour contrôler la personne dans le même barème de temps pendant qu'il te regarde, puis qu'il te parle, puis qu'il t'analyse. C'est impensable. Je pense qu'il faut se former pour comprendre à quel point ça a de l'ampleur, puis on peut pas contrôler de toute façon quelque chose. Prendre un robot qu'on connaît pas, qui souffrirait quelque chose à dire, mais encore là, je trouve que ça n'a pas de bon sens. C'est impensable. Ouais, on reviendra ça plus loin. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même intéressant. Donc, voilà. Fait que, tout outil-là, c'est pas de la sorcellerie. Je pense que c'est une profonde analyse du corps humain, en fait, du langage corporel. Bon, moi, j'aime dire psychocorporel, mais on ne veut pas aller là. C'est pas de la thérapie par l'analyse. C'est vraiment prise d'information. Il semble aller dans cette direction-là. C'est un outil de compréhension. En fait, la synergologie, c'est vraiment simplement un outil de compréhension communicatif. C'est ça. Puis je pense que la fondation, ceux qui ne savent pas, avant de devenir thérapeute, je suis allé à l'université, à l'UQAM, pour faire un bac en communication. Donc là, j'ai eu un gros intérêt là-dedans pour réaliser que j'étais complètement pourri pour communiquer, en fait. En écoute active, j'étais moins 8 millions. Puis devenir thérapeute, ça m'a beaucoup aidé parce que tu n'as pas le choix d'écouter la personne. Puis t'intéresser à la personne, puis développer ton empathie, puis développer ces choses-là. Puis c'était une grosse carence dans moi-même. En moi-même, drôle de mot. Puis, mais j'ai découvert un peu un amour de ça. Je lisais beaucoup. J'étais vraiment beaucoup dans la littérature, dans la musique, dans le visuel. Bon, je suis plus artiste, plus cerveau droit. Puis à l'université, on commençait à apprendre les méthodes de communication, l'histoire de la communication, comment que ça s'est fait, comment que même les Allemands, puis tout ça, tout ce qui s'est fait pendant la guerre, pendant l'installation des médias, pendant la création de l'impression avec la religion, les premières lettres qui ont été écrites, toute cette histoire-là, c'est vraiment fascinant. Puis après ça, ça a commencé à être applicable dans les milieux d'entreprise, avec les gens, les leaders d'opinion. Puis bon, qui c'est qui communique l'information, qui c'est qui la garde, qui c'est qui va voir les gens pour aller dire hey, « ouais, t'as-tu vu lui, qu'est-ce qu'il a fait? » Puis comment c'est un monde énorme, la communication. Il y a même une série de livres que je me suis laissé une note dans le cours, c'est La vallée des ours, je crois, que je voudrais que tu lises. C'est des êtres, comme entre les êtres préhistoriques, puis quand il y a eu ceux qui ont commencé à développer la parole, puis là, qu'il y a eu des genres de
Ça c'est m'intéresse. vraiment Moi, tout ce qui spécial. est communication, c'est mon Ouais. dada. Là. J'ai lu une tonne de livres, puis j'avais jamais entendu parler de ça. Série Ça incroyable. m'intéresse. Puis tu sais, le but, bon, tu sais, bon, il y a du sexe, il y a de la violence, il y a du développement, mais il y a, derrière ça, ce que je me rappelle, c'est le côté, justement, communication entre un peuple, qu'il n'y a pas la formation des mots encore qui est là. C'est plus silencieux comme des animaux, puis l'autre qui développe les langues, puis c'est vraiment fascinant. Je pense que tu vas apprécier. C'est une archéologue qui a écrit ces livres-là, qui a été inspirée. Ça m'intéresse. Oui, c'est une très belle plume. J'ai tous les livres à la maison. Bref, petite parenthèse, mais la communication, c'était pour moi un outil. J'absorbais, mais envoyer, c'était pas pareil. Je l'ai eu par la musique seulement. Puis ensuite, ben, en tant que thérapeute, j'ai pas eu le choix d'apprendre. On lit la personne, en fait. Hein? Parce que les douleurs, oui, c'est facile de dire, ton glanule humérale est déplacé, tu commençais à voir les dysfonctions du corps structurel dans le monde physique, mais la plupart des mots se trouvent dans l'être en lui-même, un ostéopathe peut le voir, certaines viscères vont compresser, certaines personnes vont le voir, les chakras, les méridiens, les acupuncteurs. On va tous flirter un peu avec l'émotionnel sans avoir d'outils concrets non plus. Je fais la branche, je sais que c'est pas ton dada. Non, mais je comprends. Mais c'est le mien. Puis c'est un mal-être. Quand tu ne dis pas des choses que tu vis, ça va stocker en toi. Ça, c'est définitif. Parce qu'à chaque fois que tu as un mal-être, une réaction, tu engrammes un comportement aussi. Ça peut être protecteur, ça peut être... Peu importe. Il y a un engramme qui se fait dans ton corps et qui c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut verbaliser. Il faut apprendre à verbaliser. Puis le faute, je ne crois pas que c'est des individus en ce moment qui sont problématiques, mais c'est la société en général qui devrait nous apprendre à l'école à verbaliser, ressent, puis appeler. Puis beaucoup de choses à apprendre à l'école. Change un nouveau comportement. Oui, c'est ça. Adapte un nouveau. Réforme à faire si on embarque là-dedans. Oui, c'est le modèle scandinave que j'aime vraiment beaucoup par rapport à ça, là, qui est vraiment les jeux de rôle entre enfants. Toi, être l'oppresseur, puis moi, l'opprimé. Puis après ça, puis changer les rôles. Après, dire comment tu t'es senti quand tu attaquais la personne, puis que l'autre, comment il s'est senti pendant. Vraiment de l'éducation. Ouais, c'est de l'éducation émotionnelle. En communication, déjà en partant. C'est des pays à la suite avec le meilleur taux d'études, le meilleur note à l'école, puis le moins haut taux de récidive criminelle. Puis c'est vraiment intéressant. Tu fais les humains, quand ils considèrent qu'ils peuvent blesser quelqu'un puis faire ressentir les mauvaises choses, ils vont moins tendance à le faire. Mais si tu ne l'as pas appris toi-même, tu n'as pas appris ou quelqu'un te faisait du mal sans jamais s'excuser, sans jamais communiquer. Puis... Ça ne peut que déculper l'empathie, de toute façon. Oui, c'est ça. Fait que c'est génial. Fait que ça, je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. J'ai fait ces cours-là, pas pour rien, en fait, parce que ça m'a fait poser de grandes questions par rapport à moi-même, par rapport à mon éducation, ma communication, ma façon de verbaliser, plein de choses. Puis finalement, ben, tu sais, je regarde 12 ans plus tard, je fais « Hey, je suis là. Je suis là, puis j'en parle, puis je réalise la qualité de l'information que j'ai reçue à cette époque-là à l'université aussi, puis que je peux maintenant joindre, puis apprécier des trucs comme Manuel fait justement sur d'autres trucs sur la communication. Ça n'a plus de fin. Ça n'a plus de fin. Puis l'être humain, c'est ça qui est fascinant, c'est l'animal par excellence de la communication. Hein? On est le seul qui a des paroles, qui a des mots. Les animaux ne parlent pas. Ils émettent des sons, ils émettent des avertissements, ils ont un langage corporel. Ils ont un langage corporel ultra puissant, puis ils sont capables de nous lire quand même aussi beaucoup. Puis c'est ça qui est fascinant. Même les animaux, on peut lire certains animaux avec le synergo. C'est assez hallucinant. Moi, je ne fais pas ça, mais j'ai une collègue, comme je disais, qui était agronome. Donc, avant d'être synergologue, elle est devenue synergologue, puis là, elle agit à titre d'agronome, synergologue. Elle s'est rendue compte, après son travail de recherche final, que les vaches, le bétail, avaient les mêmes expressions faciales, dont plusieurs des mêmes, disons. Les axes de tête revenaient aussi, donc elle peut effectuer un travail vraiment hallucinant auprès des fermiers puis des propriétaires de bétail qui ne comprennent rien là-dedans, mais elle fait comme des miracles juste en déplaçant des vaches qui sont, on appelle ça en amitié, ou des vaches qui font des dépressions. Elle règle vraiment beaucoup de... C'est juste pour... gratter la surface de l'iceberg pour dire que les mammifères, surtout les mammifères, ont un langage corporel quand même très présent, même si c'est pas verbal. Donc, il est quand même très présent chez l'humain, mais nous, on a le verbal en plus. C'est pour ça que se répéter à des animaux aussi non plus. Utiliser les mots constamment, un animal, répéter, des fois, ça ne les atteint pas. C'est un bruit qu'ils ne comprennent pas. C'est un son qui n'est pas nécessaire directement. C'est vrai. Ouais, puis dans les comportements, les éducateurs comportementaux vont le dire, répète pas, il a déjà dit, il a entendu, là, il y a juste ça à faire. Ce qu'il faut, c'est qu'il associe l'ajustement que tu veux qu'il Walk the talk.
Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est super. Bon, bref, c'est notre c'est grosse parenthèse intro. On est rendu là. On est rendu là. Fait que je pense que les deux, on est deux passionnés, je pense qu'on peut le dire, de l'humain, puis dans toutes ses sphères. Malheureusement, on n'a pas assez d'une vie, puis on a des connaissances qu'on a empilées, puis des connaissances croisées qu'on peut dire aussi qu'on a empilées dans plein de choses. J'aurais jamais le temps de lire tout ce que tu as lu et vice-versa. Et les 20 000 autres spécialistes de la province non plus. Exactement. Alors, ce qu'il faut, c'est se donner la main, puis tous ensemble, respecter le travail des autres, puis apprendre avec les autres, avec les meilleurs. Puis c'est ça, je considère que tu es dans les meilleurs dans ce que tu fais. Tu as réussi à faire une synthèse vraiment cool, dans le fond, de 3 ans, mettre ça fonctionnel. Le promouvoir, parce que je pense que c'est peut-être pas la force de tous les spécialistes non plus. Il y en a qui sont excellents, mais ils sont pas capables d'amener au public, en fait, leur information ou d'écrire un contenu non plus de cours qui est cohérent, de qualité. Oui, parce que ça prend aussi une capacité de synthèse. C'est du travail, c'est beaucoup de travail, c'est des mois, des années de travail, faire une synthèse d'un gros sujet comme ça. Puis en plus de l'adapter pour un seul métier ou un type de métier, c'est une synthèse. Puis c'est ça, c'est pas donné à tous. En plus, ça prend l'aspect marketing. Tu l'as bien dit, je pense que c'est plusieurs aptitudes qui font qu'un expert peut devenir un peu plus reconnu, puis vivre de ça, puis continuer à vivre de sa passion, continuer à chercher, continuer à transmettre. C'est ce qui fait que quand des experts se rencontrent, il y a une transmission de savoir, un partage de connaissances et d'expérience. Oui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'interactions dans le cours aussi. Oui. Je suis fatigant, moi, dans les cours. Je suis fatigant, mais c'est pertinent, au moins. Non, t'es verbomoteur, t'es pas fatigant. c'est que je dois délivrer un certain contenu dans un certain temps. Des fois, on n'a pas le temps de divaguer, mais c'est pas que c'est pas intéressant. Fait que t'es pas fatigant. Tant que c'est pertinent. C'est juste que des fois, on divague. Mais ça arrive dans toutes les cohortes. Il faut que j'apprenne à gérer ça. En tant que pédagogue, qui est un autre métier. Oui, c'est ça, exact. Bon. Bref. Pourquoi ça s'appelle la boîte de Pandore? Boîte de Pandore, c'est un mot qui est brutal, on peut dire. Boîte de Pandore, c'est quelque chose que tu ouvres et ça t'éclate à la gueule, c'est très dangereux. Mais c'est un peu comme je considère l'humain comme ça maintenant, parce que j'ai vu certaines catastrophes en clinique. Pas dans ma clinique, mais j'ai vu plusieurs fois des catastrophes avec des gens qui s'improvisent un peu des maîtres de l'émotionnel parce qu'ils ont vu certains trucs, ou débloquer un méridien, débloquer un chakra, débloquer les viscères, juste travailler avec les viscères. Puis la personne, finalement, fait une crise sur la table, puis sanglots, tremblements, et s'évanouit. Il y a toutes sortes de raisons possibles, des choses qui arrivent. Puis que finalement, le thérapeute n'est pas formé, n'est pas qualifié pour intervenir quand ça arrive. Moi, c'est un peu ça, j'appelle ça la boîte de Pandore. Regarde-la, oui, elle est mystérieuse, elle est mystique, c'est puissant, c'est quelque chose, tu sais qu'il y a une force là-dedans incroyable, tu sais que l'émotionnel, ça devrait être avant le physique, avant n'importe quoi. Mais ne touche pas à cette boîte si tu ne te sens pas à l'aise à intervenir avec toutes les possibilités possibles. Puis là, possibilités possibles, ça fait beaucoup de possibilités, ça. Mais bon, tu sais, évidemment, il faut être capable de référer à un spécialiste, un psychologue, un psychiatre, peu importe là, les besoins de la personne. Mais je parle d'une situation que la personne, théoriquement, c'est pas une maladie mentale, c'est juste une émotion X qu'elle vit à son quotidien. Elle a un trop plus de stress. C'est peut-être pas nécessairement un besoin tout de suite de médication puis de suivi en psychiatrie. Là. Des fois, il y a des problèmes anodins, mais ça peut arriver qu'en touchant en surface un problème, mais ça vient comme un aimant chercher un paquet d'autres petits problèmes en dessous. Là, fondamentalement, hein, on en parlait tantôt dans le cours, mais on est un petit peu l'assemblage des 7 premières années de notre vie, qu'on fait le développement sensory, psychomoteur aussi. Puis s'il y a des petites fondations qui sont mal faites, il y a une fondation qui n'est pas aussi solide, c'est un peu comme jouer à Jenga. Si je t'assemble en tant qu'être humain, puis qu'il manque des petits morceaux, il manque d'amour de papa, il manque de ça, ton père est mort plus jeune, il manque ça, tu te fais donner des tapes sur la gueule plus jeune, ou tu fais rire de toi à l'école, bon, il te manque un bras, et plein de choses comme ça, tu manges des choses pas bonnes qui te font une mauvaise biochimie au niveau du cerveau. Des douleurs accumulées, que ce soit psychiques ou émotionnelles ou physiques. Toute forme, c'est ça, exactement. Ce qui fait, c'est qu'il va manquer des petits morceaux dans ton Jenga, puis que quand il va arriver un jour un événement X qui donne une tape sur le bloc, ben à la place de juste tordre un petit peu, ça s'effondre. Il va s'effondrer, puis là, il peut arriver des grosses choses, la colère, la violence, une bataille, un conflit, un meurtre, on ne sait pas, là, ça peut être n'importe quoi, une séparation, ou il bat son enfant, ou n'importe quoi. Puis ce genre de trucs, j'aime bien mettre en avant-plan, que je voulais mettre en avant-plan aujourd'hui, parce que je pense que ta méthode te permet d'avoir quelqu'un devant toi, puis d'un peu
savoir dans quelle zone il est. Est-ce qu'il est en zone rouge, verte, rouge? Est-ce qu'il est en zone d'écoute, de compréhension? Ou est-ce qu'en ce moment, il se sent attaqué, confronté? Puis, si la personne n'a pas appris à communiquer, parce que nous, c'est notre travail, on apprend à communiquer, on apprend à développer notre empathie, on apprend à devenir des meilleurs thérapeutes, c'est-à-dire d'être meilleurs en relation d'aide. C'est un peu, qu'est-ce que tu considères que tu fais une relation d'aide? Oui, je considère vraiment ça. Je veux juste spécifier que moi, je ne suis pas thérapeute. Très important de spécifier. Oui, c'est ça. Il est synergologue. Alors, on parle pour deux, puis c'est un peu pour ça qu'on a deux sujets, mais que ces deux sujets-là s'assemblent, parce que je pense qu'au final, ça revient un petit peu pareil au même. Il est probablement en mesure, en train de voir, je sens qu'en ce moment, il y a une résistance dans ce que je dis, ou cette personne-là, en ce moment, est en train de sortir d'une zone d'écoute vers une zone un petit peu plus agressive ou une zone un peu plus de fuite. Puis, tu sais, on va en parler souvent en neuro, le fight or flight response, c'est l'attaque, soit que la personne tombe en mode d'attaque ou de fuite. Hein. Il y a deux choses, soit qu'elle paralyse sur place, ça peut se voir aussi, soit qu'elle peut feindre. Oui, fight, flight, feint or freeze. Fight, fright or freeze. Oui, c'est ça. Il y a même le feint, qu'on va dire, pour l'être humain, feindre. Mais feindre un petit peu en synergo par d'autres choses. Moi, je trouve un méridien qui est problématique, mais tu ne peux pas feindre que ton méridien n'est pas problématique. Tant qu'à moi, il y en a trois. C'est ça, des vrais. C'était pour mettre 4F, c'était cute en anglais. Il y a tout un petit gars qui invente quelque chose pour avoir l'air c'est 4F. Comme fuck it. Laisse-le faire. C'est pas moi. OK. Qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que je pense qu'avec le synergo, on est capable de voir si la personne en ce moment, dans quel mode elle est en ce moment. Est-ce qu'elle est dans un mode qu'elle t'écoute, puis qui est en abandon, puis qui est d'accord avec toi, puis il y a une corrélation, puis que ça va bien, ou un mode de t'as deux cheveux, t'as donné un coup de poing dans le visage. Bien, elle n'a pas été éduquée à lire son corps, elle ne le sait pas à l'école, ou elle a peut-être des choses dans sa vie, puis des choses que tu ne contrôles pas. Puis pour savoir si tu es allé trop loin avec elle, parce que tu n'es peut-être pas allé trop loin, mais tu as peut-être gratté une blessure X dans son comportement, la fameuse boîte de Pandore, que tu n'as aucune idée de ce qui sort, parce qu'on ne connaît pas l'autre personne qui est devant nous tout le temps. Là. Fait que, si on voit qu'on dépasse, tu sais, je peux te dire, toi, hey, un truc, puis toi, ça te fait, je m'en fous, puis de l'autodérision, puis en rit. Ou je peux dire un truc, puis je ne sais pas, puis je réveille une blessure que ton voisin te dit pendant 3 ans, tous les jours, en t'agressant avec ça. Puis là, ben, ça te rappelle, ça te remonte cette situation-là en surface. Là, tout de suite. Si on veut ramener ça à une phrase très simple là, que j'ai dit hier, aujourd'hui, je ne m'en souviens plus. Dans le fond, en tant que coach ou thérapeute ou n'importe quel type de consultation, de relation d'aide, c'est que lorsque tu as un client, un patient ou un individu en avant de toi avec lequel tu traites dans une démarche professionnelle, cet individu-là peut vivre une situation en apparence anodine de façon tragique. On ne sait jamais de quelle façon quelqu'un vit quelque chose. Peut-être que pour moi, avoir oublié ma bouteille d'eau sur le coin de la table chez nous avant de partir, c'est complètement imbécile, anodin, on s'en fout. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, il va faire une crise organisationnelle avec ça. Hein? C'est juste de... L'exemple d'un TOC, c'est ben ouais, on ne sait juste pas comment les gens prennent les choses, vivent les choses lorsqu'on n'est pas formé au non-verbal, parce que tout ce qu'on a comme accès à l'information, c'est le verbal. Donc, si la personne ne te le dit pas, tu ne peux pas le savoir. C'est par là un peu que passe le non-verbal, l'apprentissage, l'interprétation du langage corporel, parce qu'on a des outils supplémentaires. Je ne veux pas brûler les prochains points. Il n'y a pas de problème, on a le droit de flirter avec. C'est ça, juste pour dire que les individus peuvent vivre les façons de façon complètement différente entre individus, et à chaque moment, de toute façon, le même individu peut vivre la même situation différemment, parce qu'on change d'état à chaque seconde, si on veut. Chaque moment ne revient pas. Chaque moment, on est une personne nouvelle, si on veut, avec le vieux bagage, mais nouvelle. Oui. On grandit avec les changements, on grandit par stimulus, on grandit exponentiellement dans les périodes de crise, en fait, parce que c'est là qu'on doit se réinventer. Quelqu'un qui ne vit pas nécessairement de stress bon ou mauvais au quotidien, malheureusement, c'est plus dur pour lui d'avancer et de se transformer, parce que quelqu'un qui vit des conflits constamment, des problèmes X, des situations d'inconfort, doit apprendre à survivre avec ces situations, à s'adapter pour survivre constamment. Fait que, conséquemment, c'est dommage à dire, mais quelqu'un qui vit un peu plus de malheur a tendance à se développer un peu plus personnellement que quelqu'un qui a une vie, que tout va bien, puis c'est juste par principe de stimulus. Adaptation au stress. Oui, c'est ça. C'est une adaptation fonctionnelle neurologique tout le temps. Donc, dans ce même comportement-là, si on est capable de prévoir un peu ou que la discussion, exemple, je vois qu'il y a une réaction de fuite.
tantôt. Ben, le comportement approprié, je pense, pour un synergologue, toi, tu irais comment avec cette personne-là? Selon moi, ça dépend toujours. C'est toujours contextuel. Si on donne deux exemples, si on va très, fuite très ou agressivité. La fuite, un comportement ou un client ou un individu qui agit en fuite lors d'une consultation, on parle, là. Il y a un peu deux choix. Soit lâcher ce sujet-là, les propos qu'on aborde, ou au contraire, découvrir ce qui dérange la personne, puis découvrir un peu sa peur. Fait que là, ça dépend de votre champ thérapeutique, de votre compétence professionnelle. Ouais. Puis ça, c'est à chaque personne que ça appartient de juger de son éthique. Mais moi, ça ne m'appartient pas. Moi, tout ce que j'amène avec la synergologie appliquée, c'est un outil qui peut vous servir dans votre démarche professionnelle. Mais c'est ça, pour la fuite, je dirais soit finalement très, très, très brièvement, un peu vulgarisé, soit on gratte le bobo pour savoir c'est quoi, ou on laisse tranquille. Vulgarisé. Là. Excellent. Puis dans une situation d'attaque, parce que c'est quand même fun d'avoir les deux opinions. Donc, tu verrais quelqu'un que c'est un sujet que tu es venu chercher. Là, il faut que tu désamorces un peu la situation. L'autre, une fuite, c'est pas si mal. Tu dis, c'est une blague, là, c'est facile. Mais quelqu'un que, là, tu sais que tu as mis le doigt sur un bobo, parce que ça peut arriver, hein, on vient stipuler le loup. Ça serait quoi tes options idéales? Là, tu parles d'un comportement en opposition, mettons. Oui. En opposition, ben là, c'est parce que ça dépend vraiment c'est un peu différent, ça, parce que ça dépend vraiment de la démarche professionnelle. Il y a plus qu'une option. Mais une chose est sûre, quand un individu réagit fortement, que ce soit dans n'importe quel sens, il faut un peu ramener ça au positif, puis à l'espace de confiance qui amène on va le voir au niveau 2 surtout, là. Pardon pour les auditeurs, je ne veux pas embarquer trop là-dedans, mais il faut rendre la personne confiante que la communication en cours est sécurisante pour lui. Il faut sécuriser notre communication. Puis ça s'apprend, là. Il y a des méthodes pour ça, assez simples, merci, en passant par le langage corporel, mais oui, ça serait fait. Dans le cas d'une opposition forte ou d'une grosse résistance verbale ou d'un argument très fort ou d'un contre-argument très fort, il faut découvrir qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Puis pour le découvrir, pour que la personne elle le verbalise, puis que ça se déloge un peu de son opposition, il faut la mettre en confiance. Parce que sinon, vous allez toujours être dans la confrontation et puis le conflit. Dans les deux cas, c'est pas bon. Si tu ne transmets pas ton information, puis lui, il ne la reçoit pas, vous parlez dans le vide, vous êtes en train de perdre votre temps. Tu fais rien de thérapeutique pendant ce temps-là. Là, c'est quelqu'un qui s'emporte. C'est un mode réactif, ça ne vaut pas grand-chose. Que ce soit à la maison, même si on n'est pas dans une relation thérapeutique avec le conjoint, si les deux, vous n'êtes pas capable de les écouter ou de parler convenablement sans blesser l'autre, ou sans hausser le ton, ou sans faire autre chose, sans la regarder, sans faire autre chose en même temps, vous n'êtes pas en état de communiquer. Puis je pense que le meilleur outil simple qui exclut la psychologie, là, c'est en ce moment, je ne me sens pas apte à communiquer. Okay? Vous allez voir, c'est un très bon exercice, ça rend humble en même temps. En ce moment, je ne me sens pas apte à communiquer. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus tard, le temps que je me recentre? Si tu dis ça à la personne qui est en état de colère envers toi, elle va réaliser qu'elle est respectée dans la conversation, puis que tu veux te respecter aussi, puis que tu lui démontres qu'en ce moment, ça ne fonctionne pas. Je veux moi-même être plus fonctionnel pour te parler, mais j'ai envie de te parler. C'est bien dur de répondre de façon agressive à ça, je crois, selon moi. Mais c'est dur quand même de faire ce que formuler tu fais. Cette phrase-là. Ça prend beaucoup, beaucoup d'années de pratique avant de ne pas réagir à la colère. Parce que quand on se fait crier après, parce que l'individu qui est colérique ou qui est en opposition, il monte le ton. Là. Il monte le ton. Son langage corporel aussi envoie des signaux de stress. Il est beaucoup plus contracté, beaucoup plus globalement, musculairement. Puis ça envoie des signaux d'agression. Qu'est-ce qu'on fait lors d'une agression? On se défend. Pensez uniquement c'est ça. Uniquement lorsqu'on se fait crier après, c'est à peu près, je ne veux pas dire impossible, mais c'est très difficile de rester calme lorsqu'on se fait crier après. Peu importe la situation. Fait que ce que tu apportes là, c'est écœurant. C'est super. C'est génial comme plan, mais il faut se former. Il faut du moins pratiquer ça. Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain se faire crier après. C'est pas nécessairement les mots qui nous viennent en tête quand on se fait crier après. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Puis d'un autre côté, ça c'est puissant. Mais là, on sort du coaching sportif total, par exemple. Oui, vraiment. Mais il faut ramener ça un peu à là. On va ramener ça au c'est un peu notre auditoire cible. Là. C'est un peu les deux, c'est thérapeute aussi, mais en tout cas, c'est intéressant. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ta formation Synergo, parce que là, c'est des méthodes, évidemment, qui sont super intéressantes, c'est comme pour lire la personne, pour mieux réagir, parce qu'en fait, c'est du contrôle. Hein? Être en colère après quelqu'un puis dire non, là, je veux que tu me parles maintenant, c'est parce que lui est dans le contrôle. Mais même si tu veux me parler maintenant, je ne suis pas capable de parler, je vais juste réagir. Hein? Fait que ça, c'est d'où l'importance encore plus de faire ça avec la personne.
faut pas que ce soit une relation de contrôle. Quand il y a une conversation, on ne veut pas du contrôle, on veut une communication. Une compréhension. Contrôle égale pas communication. Hein? C'est un qui tient l'autre. C'est le plus fort. L'autre va répondre par peur. C'est un peu un interrogatoire. Puis c'est jamais plaisant un interrogatoire. Hein? Alors voilà. Non aux relations de contrôle, les amis. Ton niveau 1, tes dates en ce moment? Le prochain, 11-12 janvier 2020. Fait que le prochain, c'est à Saint-Jean, tu donnes ça, sur Richelieu? Oui. Excellent. Un nouvel endroit, quoi? Je sais pas, on verra. Ah, on verra. Ben, de toute façon, ça reste à Saint-Jean. Comme les gens sont pas On le venus... dit pas. Ouais, c'est correct. On ne sait pas. OK, parfait. Excellent. Mais c'est toujours aussi beau, il y a un décor splendide. Bon, parfait. Fait que si on y vient, bon, moi j'ai été chanceux. Il y a un de mes futurs étudiants, c'est un docteur, futur étudiant, c'est un docteur en psychologie en France. Il m'a permis d'appeler mon niveau 2, ceux qui font ma formation de niveau 2, des thérapeutes psychocorporels INP pour Institut Neuroperformance. Les thérapeutes psychocorporels, comment on travaille en ce moment? Évidemment, bon, j'ai plusieurs influences. J'ai évidemment regardé les 5 blessures de Lise Bourbeau, etc. J'ai fait d'autres formations en posturologie, évidemment, qui démontrent que certaines postures physiques, ça va affecter le système émotionnel. On entend quand même parler. Les classes dentaires aussi, classe 3, classe 2, classe 1. Tous les mouvements de la mâchoire qui vont influencer le reste de la posture, c'est intéressant aussi. Mais je dirais que pratico-pratique, ce qui m'a vraiment le plus intéressé, par plusieurs autres formations, c'est quand j'ai commencé à travailler avec les points de pulsation des méridiens en médecine chinoise. Okay, on a 6 organes par poignet qu'on peut aller chercher pour les pouls. Il y a façon de les stimuler puis de valider avec un testing musculaire ensuite. Fait que moi, je travaille avec ça. Puis c'est non invasif parce qu'on est capable, on fait juste faire des stimulations au niveau de la peau. On pèse un peu fort ou moins fort. Puis ça nous donne accès à si un méridien en arrière est pathologique. Là, on n'est pas en train de faire de l'acupuncture, évidemment. Là, je vous parle des points de pulsation. On fait des touchés sur la peau qui stimulent énergétiquement certains organes énergétiques. Puis ces organes-là, en fait, énergétiques, sont rattachés bien souvent à des groupes musculaires que les acupuncteurs n'apprennent pas et des émotions précises, des groupes d'émotions. Puis ensuite, ces groupes d'émotions-là, on peut aller chercher. Il y a un travail qui s'est fait de Dr. John Diamond. C'était un psychiatre, John Diamond. Il a trouvé des phrases qui correspondaient à chaque organe. Puis j'aime beaucoup travailler avec ce système-là, avec mes autres systèmes. Moi, par exemple, je trouverais le pec sternal qui est problématique. Quand je fais des petits tests de force, puis je vois qu'il manque de force au niveau d'un muscle, je vais aller voir, je vous montre le chemin inverse, là, mais exemple, je trouverais l'estomac chez Manu. Là, je trouve l'estomac problématique, il y a une faiblesse. Là, je vais aller faire, intéressant, l'estomac va être relié au sentiment de contentement, au sentiment de, tu sais, je gère bien mes choses. Fait que là, si quelqu'un qui a un problème au niveau de l'estomac énergétique, on ne parle pas de rien de naturopathique, de médical, de whatever. Là, on fait mécontentement, puis des choses comme ça, culpabilité, ça c'est gros intestin, mais en tout cas, mécontentement, des choses comme ça. Fait que je dirais, il y a quelque chose que tu ne digères pas en ce moment dans ta vie. Fait que lui, il pourrait dire, il y a toujours des petites choses qui remontent, il va avoir des petits trucs visuels qui vont monter dans sa tête. Puis là, je vais aller voir les muscles associés. Puis là, je vais montrer, le pec sternal serait faible ou le rhomboïde en arrière. Là, je ferais, intéressant. Non, c'est pas le. Je suis en train de me tromper dans mes muscles. Bref, le pec sternal, les flécheurs du cou, brachioradial, etc. Puis là, c'est parce que je ne veux pas perdre mon suite d'idée, puis je veux que ça soit le plus précis possible. Fait que là, il y a une faiblesse au niveau du muscle, puis là, on trouve les deux côtés. Exemple, là, on fait il y a un problème là, il y a ça, puis il y a peut-être quelque chose qui te parle. Après ça, on irait voir les phrases reliées. Là, on testerait chacune des phrases. Là, on trouverait une phrase qui est. Il amène à un crash, une faiblesse. Puis là, je dirais, pourquoi que. Y a-t-il une raison, selon toi, pourquoi cette phrase-là cause une faiblesse dans ton corps, une dissonance? Est-ce que ça te parle? Là, la personne dit, oui, en ce moment, au travail, ça me dérange, le nouveau boss ne me respecte pas. Puis là, il va verbaliser le problème. Puis moi, dans la sphère de l'être humain, il y a le corps physique en bas. Ensuite, on a le corps vital qui serait les méridiens, les chakras, etc. Ensuite, tu as le corps mental qu'on appelle. Puis tous les processus de pensée vont manifester certaines choses dans notre corps. Ça vous est tous déjà arrivé, vous avez vécu une émotion, vous avez senti votre gorge se serrer, une boule dans le ventre, ou au contraire, une radiation qui vient du cœur, on est en amour. Il y a des choses qui vont se passer dans notre corps. Puis c'est un peu ça, ça serait la manifestation du mouvement de l'énergie qui viendrait créer l'organe énergétique. C'est un blueprint. Puis zoom. Puis nous sommes des atomes qui s'assemblent et se désassemblent constamment, en fait.
Fait que ça, c'est des mouvements d'énergie imperceptibles par l'œil nu, mais c'est ce qui fait que c'est quand même fascinant, ces trucs-là. Fait que si je trouve, exemple, le système de croyance associé, la phrase, l'élément mental perturbateur. Des fois, exemple, tu vas au travail, tu as travaillé dans une shop, je pense, à un bon moment. Oui. Probablement, tu as eu un conflit avec une personne, c'est déjà arrivé. Bon. Plus souvent qu'autrement. Ouais. Fait que là, si tu as un conflit, est-ce que tu le ramènes à la maison, oui ou non? Bien, quand ça devient invasif puis répétitif, oui. Oui. Puis là, tu y penses à la maison, tu penses, j'aurais dû dire ça, ou tu l'imagines en train d'y péter la gueule. Tu le vis, puis tu le ramènes toujours avec toi. Puis là, cette émotion-là te procure toujours le même genre de sensation constamment. Puis tu là, rumines. Cette énergie-là, on peut dire, bon, moi, je pense pas que c'est une personne qui nous tire du jus. Je pense plus qu'elle nous dépolarise, qu'on pourrait dire. Elle change un petit peu le fonctionnement énergétique d'un certain endroit dans ton corps. Puis l'organe va être affecté énergétiquement parce que le méridien va commencer à envoyer, va fluctuer son énergie différemment. Puis là, les muscles rattachés aussi vont commencer à interagir. On est un gros puzzle 3D en plusieurs dimensions. D'énergie, en fait, du spectre électromagnétique, qu'on pourrait dire. C'est comme... Moi, ça, c'est des champs que je connais pas, mais que je comprends qu'il y a des choses qui sont pas trop explicables par la science ou difficilement explicables. J'ai très mal verbalisé ça, mais allez voir mes autres vidéos. Là. C'était pas mon... Je sais vraiment qu'on ait tout notre stock en tête. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que cette énergie-là, en fait, elle va manifester des problèmes dans le corps. Quand je dis dans le corps, je ne vais pas parler directement au niveau de l'organe, mais si un organe tomberait malade, on dirait, ça serait à la fin complètement. Ça fait tellement longtemps que la personne stagne dans cette mauvaise émotion-là, dans ce mauvais corps vital-là aussi, les systèmes, que là, il va créer un vide au niveau des méridiens ou un excès, puis que l'organe va devenir malade parce qu'il est soit trop énergisé ou soit en défaillance parce qu'il n'y a pas assez d'énergie dedans. Puis on dit que le corps physique serait manifesté par le corps vital, que ce serait comme... les méridiens viendraient tricoter l'organe en énergie. Puis là, ben, ça fait que ces atomes-là tiennent en suspension énergétique comme ça. C'est quand même fascinant. Mais là, c'était mieux imagé, je pense. C'est fascinant, mais je suis encore un peu dépassé par le sujet. Je suis capable de m'imaginer qu'il y a des choses moins tangibles que je ne comprends pas du tout. Voilà. Mais bref. Je les accepte, mais je ne les connais pas, fait que je t'écoute. Oui. Fait que bref, ma façon de travailler, qui est la plus rapide puis non invasive, ça va être de passer par ces méridiens-là pour aller voir s'il y a quelque chose de un peu ancré, un peu dans le corps vital puis dans le corps mental qui est là, que ça fait longtemps, puis aller chercher une information par rapport au contentement. Puis là, ben, tu n'as pas le choix de verbaliser à quelqu'un d'autre d'externe dans ta vie qui ne dira pas « ta gueule, je t'ai curé, puis change ». Puis là, ensuite, dire pourquoi tu penses que tu vis ça? Qu'est-ce que tu peux faire pour que ça aille mieux, selon toi? Si tu changes de travail, tu peux-tu? Je peux pas. J'ai besoin d'argent. Ouais, mais l'argent, tu peux-tu juste l'avoir là? C'est ça le travail qui existe au monde? Ah non, peut-être pas. Ouais, mais là, tu peux-tu changer de département? T'aimes-tu ton travail? Ou c'est juste lui que t'aimes pas? Ou ouais, mais j'aime pas vraiment dans le job non plus. Ah, ben là, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, tu sais, ça devient intéressant. On devient un peu comme du coaching de vie, qu'on peut dire. On réorganise un petit peu sa façon de travailler parce que lui, il est tout le temps dans la même boucle. Il voit lui, il veut lui donner sa main dans la face, puis il n'y a pas d'autre solution à part rester dans ce mal-être-là, puis qui rend le corps malade graduellement. Le corps vital, mais peut-être même le corps physique, on ne sait pas. Peut-être que plus tard, on va se ramasser un cancer d'estomac parce qu'il a mal digéré ça énergétiquement toute sa vie. Tu sais. C'est possible. Possible. C'est pour ça que cette lecture-là du corps, qui respecte un peu le corps mental, le corps physique, le corps vital, c'est vraiment intéressant parce que c'est des corrélations. C'est pas... Je ne suis pas en train de dire que tu vas avoir un cancer plus tard du ventre. Puis, dans le fond, c'est pas tout mon rôle en tant qu'intervenant non plus à faire. Mais c'est de faire, il y a peut-être quelque chose qui fait que ton corps ne fonctionne pas A1 comme il devrait parce que tu vis des choses là, dans le corps énergétique, puis là. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprogrammer ça. Premièrement, on le fait travailler, on le fait cogiter pour qu'il pense à une nouvelle situation, une nouvelle version de sa vie. Pendant ce temps-là, on va aider l'énergie à circuler. Puis après ça, on va retasser les muscles et magiquement, tout va être activé. Fait que là, c'est comme une validation que le corps reprend sa position comme il devrait être. Fait que ça, c'est un des systèmes. L'autre système que je vais aller voir, c'est avec les chakras, qui eux aussi sont reliés à des organes, à des phrases dans le même principe. Fait que ça, c'est ça qu'on appelle ça la thérapie psychocorporelle. En fait, c'est pas une intervention en psychologie du tout. C'est cette phrase-là correspond à telle émotion, telle phrase, un système de croyance, puis on dirait que ça perturbe ton corps, puis on vient juste poser une question par rapport à ça, puis on réorganise le corps en se servant du corps vital. C'est psychosomatique, en fait? Oui, bien, tout à fait. Puis ça commence à être bien prouvé, puis c'est très longtemps, le psychosomatique est directement des effets. Là. C'est vraiment intéressant. Puis en médecine chinoise, ça fait longtemps qu'ils le voient. Médecine ayurvédique, puis c'est toutes des pratiques, en fait, qui respectaient le corps humain et mental ensemble. C'est un mode de vie qu'ils veulent réorganiser. Puis un peu, on va dire, en médecine allopathique, ici, bien,
si tu n'aimes pas ton travail, prends un antidépresseur. Ouais, c'est très dissocié, très. Puis c'est pas un manque d'antidépresseur, tu n'aimes pas ta job. C'est pas un. Des Tout places, travailler, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est intéressant pour ça. Puis pour que les gens, le but là, le optimal, ça serait que la société soit heureuse, puis fonctionne bien, puis soit en santé. Là. Je pense que toute société qui est comme ça devient un peu idyllique, puis devient un modèle pour les autres pays ensuite. Puis je pense que ça devrait être comme ça. Là. Fait que c'est un peu ma façon de travailler. Puis en regardant ça aussi, bien là, ça devient hyper intéressant parce on peut savoir, même quand la personne vient en consultation, ou peu importe, un ami qu'on discute avec, là, on sent que hey, je suis en train de. Moi, je ne veux pas perdre mon ami. Là, si je vois qu'il est en fuite, je vais dire est-ce que j'ai dit quelque chose qui te donne le goût de t'en aller? Est-ce que es-tu bien avec moi en ce moment? Est-ce que j'ai fait? Il faut s'ouvrir un peu plus, puis communiquer. Puis là, il y a les bras croisés. Là. C'est parce qu'il est fermé à moi. Là, Alex est en arrière. Elle m'analyse, elle me spot, là, elle connaît les trucs. Savoir si un croisement de bras est en fermeture ou non. Hein, je ne dois pas en avoir gros. Hein? Non. Elle ne dit pas du tout. Oui, c'est ça. Intéressant. Fait que, ça va bien. Fait que, c'est ça. Fait qu'il y a plein de mythes comme ça, justement, qui vont être de l'information. Pour le niveau 2, nous, on enseigne le niveau 2. Ça prend le niveau 1, évidemment, avant, parce que c'est quand même du décodage, c'est complexe. La prochaine fois qu'on le donne, c'est à Nantes, en France. C'est le 10, 11, 12 octobre. Donc, dans un mois exactement. Au Québec, on va sortir les dates pour 2020. C'est pas encore fait, mais ça se peut que ce soit un de mes étudiants qui le donne ici, par exemple. À suivre. Je dois faire une dernière petite parenthèse, peut-être avec Joël Castanet, qui est rentré dans l'équipe d'Institut Neuroperformance. C'est un homme que j'estime beaucoup, qui a des handicaps physiques. Plusieurs douzaines, quinzaines d'opérations au tronc cérébral. C'est quand même terrible. Il a passé des années de sa vie couché à l'hôpital, à l'IT, à observer les gens. Puis c'est comme ça que je l'ai rencontré. C'est une formation sur la lecture du corps qu'il fait. J'en parle parce que je pense que tout est intéressant pour nous, tous ces trucs-là. Autant pour toi que tu mettrais les mains là-dedans, tu ferais « Wow, c'est un nouveau monde que je peux… » Mais je ne veux pas emmerder les auditeurs, mais est-ce que c'est l'homme, le live que j'avais commencé à écouter? Oui, c'est pas l'être devant le thérapeute. Très, très, très intéressant. Là. Il dure 1h30. J'ai écouté comme 45 minutes. Très intéressant. Je l'ai enregistré pour le réécouter tellement… un bon philosophe. Tu peux l'écouter en podcast, je pense qu'il doit être prêt. Fait que c'est un vrai philosophe, une vraie perle de sagesse au système-là que j'aime beaucoup parler avec lui. Puis il donne le cours justement sur aider au niveau de cette relation d'aide dans le non-jugement avec certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes, exemple, moi, c'est déjà arrivé, bon, gros gars, plein de tatous, une grand-maman qui s'en vient, 80 quelques années, ça se peut qu'elle sente qu'avoir peur, je la brise, ou ça se peut que déjà la relation de confiance, elle parte avec quelques points en arrière, pareil comme Manu, mettons qu'il verrait un bodybuilder de 300 livres, il va peut-être regarder Manuel, qui est bon, plus petit, qui va dire « Ah, ben excuse, c'était pas crédible comme entraîneur », puis ça se peut, il y a plein de conneries comme ça. Des préjugés qu'on va se faire. Puis ça, c'est super important de savoir, en mixant tes techniques, les trucs avec Joël, les trucs avec moi, comment communiquer avec une personne. Parce que notre but, nous, là, c'est de ne pas avoir de jugement. Fait que comment qu'on peut faire pour que tu réalises que je suis compétent, peu importe l'apparence et les jugements viennent de toi, ne viennent pas de nous. T'sais? Puis comment nous, on peut communiquer avec toi de façon à ce que tu réalises que ça valait la peine, en fait. Qu'on est là pour toi. Là, si on prend un client, c'est parce qu'on veut le voir. Je pense qu'on est rendu là dans notre vie. C'est parce que tu es référé toi aussi, on a envie de travailler avec toi, on veut ton bien. Il n'y a aucun client que j'ai le goût de dire lui, là, j'ai le goût de faire une joke avec, faire assembler, j'ai guéri, là, puis je veux qu'il me donne une mauvaise réputation. J'ai pas le goût qu'il soit guéri, je veux qu'il reste malade. Ouais, c'est impossible. Okay? Non, chaque professionnel fait de ça au mieux. C'est juste que je pense que ce que tu es en train de dire, c'est que là, tu t'entoures avec ton institut d'experts très compétents dans leur champ un peu de niche. Ou de toute façon une expertise, une spécialité, qui sont très complémentaires, même s'ils sont distincts. Donc, on regarde dans la même place. Un partage, une transmission d'informations entre experts différents. C'est ça, exactement. Moi, ce que je veux, c'est on a ouvert la page Institut, la page, excusez-moi, INP, espace trait d'union public. Puis ça, on commence à inviter, dans le fond, les clients puis d'autres thérapeutes à venir discuter, puis on fait des échanges. On est rendu à 700 quelques membres déjà, cette page-là, puis ça fait peut-être 2 mois qu'on l'a ouvert. C'est génial, avec une carte avec des thérapeutes dans le monde. Puis le but, c'est vraiment de partager, de communiquer, d'aider les gens au mieux qu'on peut, gratuitement. Puis l'Institut Neuroperformance, notre mandat premier, je ne veux pas un one-man show, je ne veux pas que ce soit Nicolas Desjardins et ses amis. Honnêtement, moi, c'est pas ça que je veux. C'est les gens que Neuroperformance, ça représente une foule d'experts dans un domaine. On a plusieurs sommités avec nous. Puis Manuel, ben, ça fait partie. Moi, je te considère comme un ami. Puis j'ai une très haute estime de lui. Puis
je gagne rien ici avec lui. On a déjà discuté. C'est t'as carrément déjà une réputation de notoriété qui est au-dessus de la mienne. Donc, je vais vous le pas présenter. De gain professionnel. Ouais. C'est pour mon plaisir intellectuel. Je suis là aujourd'hui et j'ai beaucoup de plaisir avec toi. C'est bon. Notre live est un petit peu plus long, mais les autres points vont aller plus vite. Fait que, là, on a fait langage corporel. On a interprétation radicale ou nuancée. Ça, c'est des petits sites que je te balance. Là, ça touche à ma passion. Oui. Je connaissais rien mon ami. En thérapie neurologique, mais là, bon. Donc, c'est finalement un peu une question. Le langage corporel, est-ce que c'est une interprétation radicale ou si c'est nuancé? La réponse est évidemment pour moi, je vous l'apprends, c'est extrêmement nuancé. L'interprétation du langage corporel est vraiment contextuelle. Il faut se former professionnellement tout d'abord. Bon, c'est sûr que moi, quand je forme les gens, c'est des formations professionnelles continues, même si elles ne sont pas reconnues directement par l'Institut de synergologie québécois, mais c'est quand même un outil applicable. C'est quand même une formation professionnelle, c'est ce qu'on peut dire un peu. Je pense qu'il faut se former professionnellement pour comprendre que c'est complexe. L'être humain est complexe, l'interaction humaine l'est encore plus, parce que si l'être humain est complexe lorsqu'il est seul, lorsque vous êtes deux, c'est juste le double de complexité. Là. Fait que, puis là, les interactions qui en découlent, c'est infini. Donc, c'est contextuel, c'est très, très, très nuancé. Puis, on est loin du radical. Ce qu'il faut dire, c'est que dans un premier temps, lorsque j'enseigne, on n'a pas le choix d'apprendre que tel type de mouvement veut dire tel truc. Mais on y va avec un mot-clé de base, mais ce qu'on fait en classe, tu peux en attester, c'est vraiment, vraiment, vraiment de varier les synonymes pour comprendre, pour toucher, parce que les mots ne sont qu'un panneau indicateur. Il faut comprendre l'état qu'il y a en arrière qui est représenté par cet item corporel-là qui est visible, observable. Il est relié à tel état. Puis c'est ça un peu qu'on... mais non, c'est très, très, très nuancé pour répondre brièvement. Peux-tu donner un exemple de mot-clé que tu parles? Parce que là, peut-être que moi, ça me parle parce que maintenant, je comprends. Exemple, tantôt, c'était un S6, je pense. Oui, SC6. SC6, excusez. Chaise. Fuite. Mais le mot-clé, ça serait fuite. Mais fuite, il fuit quoi? C'est peut-être inconfort par rapport à la situation en ce moment. Dans le fond, ce que Nick dit, c'est la position arrière-gauche sur la chaise qui est représentée vraiment par le mot-clé, c'est fuite. Je peux m'en aller. Puis c'est ça, dans le fond. Il faut comprendre que la personne est plus en participation active dans la communication. Puis oui, elle désire soit fuir soit la personne, soit le contexte, soit l'endroit. Ouais. Donc, il y a quelque chose là-dedans qu'elle désire. Elle désire fuir. Elle ne désire pas continuer dans cette voie-là. Oui, elle a vraiment envie de pipi. En sachant... Bien, ça se peut. Non, mais c'est aussi stupide que ça. Ça, c'est une forme de biais. Ça se peut que ce ne soit pas ni la personne, ni le moment, ni l'endroit, mais ce soit le moment parce qu'elle a envie de pipi. Puis il faut qu'elle y aille. Donc, ça peut être une position de fuite aussi stupide que ça. Ouais. Ça, il faut vraiment être conscient de ça. Puis on élabore beaucoup ça en classe. La conversation fait que ça nous est tous déjà arrivé qu'on a une conversation, puis tu gardes la personne. Tu peux être un peu. Ouais, mais. C'est intéressant. La personne j'aime ce que tu me dis. Puis je suis très, très, très intéressé. Mais en même temps, j'ai envie. Ça fait 15 minutes que je me retiens. Fait que je suis en position de fuite. Il faut comprendre ces formes de biais-là. Fait que là, le bon mot, ça serait de passer en SC1 et dire « Hey, je t'en reviens, il faut ranger aux toilettes. » Bien, en fait, il n'y a pas de méthode fixe. Je pense que c'est ça. Il n'y a pas d'application stricte. On ne peut pas dire quand ça arrive, fais ça. Parce que il faut comprendre globalement. Le corps va parler par lui-même, mais la réaction qui risque d'arriver, c'est plutôt ça vers SC1, c'est ça que je veux dire. Ouais, dans le meilleur des mondes. C'est ça, SC1 qui est la position d'argumentaire fort, avant, droite. Mon argument est assez fort, je vais me pisser dessus, mon chum. Bon, ça c'est super. On a les non-dits et l'éthique sociale. Ça, c'est un des titres que tu as mis que je me disais, il va où avec ça? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, l'éthique sociale? On en a déjà parlé, mais là tu veux que je te garde? J'aime ça. Les non-dits et l'éthique sociale. C'est un sujet que j'aime bien parce que, dans le fond, tout ce qui est non-verbal, veut pas, est un non-dit. Parce que c'est non-verbal. Dit égale verbal, non-dit égale non-verbal. Donc, tout ce que tu ne me verbalises pas est un non-dit. Est-ce que ça veut dire que c'est un mensonge? Absolument pas. Sauf que c'est quelque chose que tu ne me verbalises pas, donc c'est un non-dit. D'où ça provient les non-dits? Ça provient principalement de l'éthique sociale qu'on apprend en bas âge parce qu'on apprend deux choses assez rapidement dans des groupes dans la sphère sociale, c'est qu'on ne peut pas parler à tout moment. Donc, on apprend qu'on a un tour de parole avec nos petits amis, nos petits camarades, puis qu'on ne peut pas se permettre de toujours parler
Il faut écouter des fois, donc on attend notre tour de parole. Ça, c'est et de un. C'est une des règles éthiques, si tu veux, qui ne sont pas enseignées vraiment, mais qu'on apprend, pas à la dure, là, mais instinctivement. Oui, bien à la dure, qu'est-ce qu'on va dire, c'est que tu vas te faire réprimander si ça arrive, tu vas te faire regarder. Il va y avoir des conséquences. Tu vas te rendre compte que tu ne peux pas socialement être accepté si tu parles tout le temps et tu n'écoutes pas. Donc, tu apprends que tu as un tour de parole. Les fois où tu ne parles pas, c'est un non-dit. Bien, tu as des non-dits non-verbaux qui apparaissent. Puis, la deuxième règle qu'on apprend, c'est que non seulement tu dois parler lorsque tu juges que le moment est opportun, mais en plus, ça doit être moindrement pertinent ce que tu apportes. Parce que tu te rends compte assez vite avec la réaction des autres, qui est le langage corporel, que si tu dis une imbécilité, une bizarrerie, une étrangeté ou quelque chose qui est awkward ou hors contexte, la réaction des autres va te dire immédiatement que tu n'es pas accepté socialement. Il y a quelque chose qui les dérange là-dedans. Ça, c'est quand c'est pas dit verbalement directement. Donc, tu apprends et à te retenir jusqu'à ton tour de parole et à parler suffisamment intelligemment pour être accepté socialement. C'est pour ça que j'appelle ça des non-dits, puis ça fait partie de l'éthique sociale. C'est ce qui crée les non-dits corporels, parce que pendant que je parle là, pendant que je monologue, depuis 3 minutes, Nicolas vit plein de trucs. On ne sait pas c'est quoi, mais il vit plein de trucs, parce qu'on est toujours en train d'être quelque chose. Ça peut être j'ai faim, ça peut être je pense au parking que j'ai pas payé. Mon petit intérieur, ben je paye. Ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être tu es distrait puis tu penses à quelque chose d'autre, mais tu vis quelque chose. Faut pas que je tousse, il parle. Tu as une émotion, tu l'as dit tantôt, tu peux avoir envie, mais t'as toujours... Tu vis toujours quelque chose, mais tu ne le traduis pas toujours verbalement. Donc, les non-dits, c'est un peu un champ infini. Il y en a des pertinents, d'autres non. Parce que si je vois que Nicolas, je ne sais pas, en ce moment, il a la tête un petit peu, une bascule vers la gauche, latérale gauche, pendant que je parle. Bon, c'est relié un peu à... Ça va bien. On n'entrera pas dans les détails trop profonds, mais c'est relié un peu au laisser-aller, un état de non-résistance. Donc, il m'écoute, il est confortable. Tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est un non-dit. Est-ce que c'est pertinent? Absolument pas. Ça va bien, il m'écoute, j'ai rien à tirer de ça. Si je commence à faire ça de même, puis je le regarde. Là, le non-dit, il va être quand ça va être des trucs qui vont me flasher, comme justement une position de fuite pendant que je parle. Mais ça ne veut pas non plus nécessairement dire que c'est pertinent. Mais ça, c'est à chaque personne à juger si c'est pertinent ou pas dans sa pratique. C'est dans les combinaisons qu'on va voir l'expression les plus fortes, les résultats les plus forts. Je tourne ma tête de même, je commence à croiser. Puis, oui, parce qu'on apprend qu'en classe, qu'il y a des chaînes logiques d'items sans qu'elles soient fixes. L'accumulation, à un moment donné, d'items visuels. Ce que j'appelle un item visuel, c'est... Un chevreuil. Oui, ben là, je ne dirais pas un chevreuil aujourd'hui. C'est un signal de langage corporel. On appelle ça un item visuel. Donc, si on commence à accumuler les items qui vont vers du négatif, vers une non-participation, vers une non-réceptivité, bien là, à un moment donné, on comprend que l'accumulation fait en sorte que, wow, OK, il se passe vraiment quelque chose de négatif dans la communication. C'est là où ça peut devenir pertinent ou pas. Puis là, on parle de fuite, puis on parle d'attaque, mais il y a beaucoup de dizaines d'autres trucs qui sont visibles et repérables et décodables, si on veut, lorsqu'on est formé. Moi, ce que j'aime bien en neuro, c'est le lobe frontal, c'est lui qui va se développer beaucoup. Si on parle de singe, il n'y a pas de front, puis nous, c'est vraiment ce qui prend le devant de la face, là, du crâne. Puis le lobe frontal va nous permettre de rationaliser nos émotions. C'est super important. Puis c'est lui qui va inhiber les mauvais comportements sociaux. Puis c'est lui aussi qui permet le mouvement à cause du cortex moteur dedans, capacité à l'apprentissage, mémoire. Fait que structure hyper importante qui va gérer aussi la posture, évidemment, fait tout ce qui nous tient. Si on pense à posture, rationalisation des émotions et inhibition des mauvais comportements publics, les singes n'en ont pas, puis les singes vont se pisser dessus, puis ils vont faire n'importe quoi en public, puis ils n'ont pas cette partie de cerveau-là qui leur permet de faire « Hey, il y a des gens qui te regardent. Tu sais? Hey, attention, là, t'es pas supposé de faire ça. Il y a des gens, t'es pas supposé de crier dans un magasin. Ah, mon nouveau sac! Ils ont su nouveau sac! La fille est dans un magasin. Tout le monde calme-toi, là. Ah, mon entrée est arrivée! Merci, Matt! Elle commence à crier. Là, un peu comme si tu viens de faire. Ta gueule. C'est quoi ce comportement-là? Ben, c'est vraiment le lobe frontal qui fait ça. Puis en neuro, il va y avoir des accidents. On va avoir moi, je travaille, c'est sûr, des commotions, des trucs comme ça. Des accidents au niveau de la boîte crânienne en avant. On va avoir un manque d'inhibition ensuite de ces comportements-là en public, ces trucs-là. Puis la synergo, c'est un peu comme un refoulement, parce que ton lobe frontal, il est capable de penser, OK? C'est vraiment ce qui permet de rassembler de l'information momentanément, mais à un moment donné, il ne peut pas faire 4 choses en même temps. Là.
Il peut faire 4-5 ressentis en même temps, max. Puis après, ben, le reste, ça va être floué ailleurs. Ce que tu n'es plus capable de rationaliser puis de penser consciemment, ton corps va le verbaliser autrement. Puis c'est là qu'on ne peut pas en venir à contrôler. C'est directement le 4e point. C'était quelle transition oui, formidable. Vraiment, t'es rendu là à la bonne place. Oui, c'est ça. On ne peut pas contrôler notre langage corporel, le fameux body language, comme on le voudrait. On dit, on a eu des discussions, on a l'impression des fois les maniaques, les tueurs en série, puis ces gens-là, ils parlent, puis ils acceptent froidement qu'ils ont tué des gens, mais ils ont quand même probablement des body language. Ils ne sont pas complètement inhibés, mais ils sont spéciaux. Puis on a les joueurs de poker ils vont essayer de cacher des traits avec les lunettes, un petit chapeau, des petites choses. Ils ont les cartes d'en face, cacher le visage aussi, même s'ils tentent de le cacher. Oui, c'est ça. Puis ils peuvent pas, faut qu'ils pensent quand même à leur partie de cartes. Ils peuvent pas. C'est ça qu'on demandait. Est-ce que c'est bon pour un synergologue d'aller jouer au poker? Est-ce qu'il y a des chances? Oui, ça va augmenter parce que tu apprends à devenir meilleur à lire le corps humain. Mais parce que tu peux pas commencer à te mettre en mode lecture du corps, en mode j'ai ma partie à moi à faire, pendant qu'il faut que je feinde certaines positions. Ça commence à être trop complexe. Puis ce qui fait que cette personne-là, ben, éventuellement, elle travaille trop ces combinaisons-là. Elle va perdre sa capacité à rationaliser. Là. Tu ne peux pas émettre et absorber en même temps. Non, c'est trop de. On parlait. L'humain a un capital d'attention X qui est, admettons, si on le chiffre à 100, il est divisable peu importe comment. On peut le diviser en 100 tâches, divisé par 1 si on veut, ou en 2 de 50. Mais le capital d'attention, il ne peut pas être plus gros que 100 si on veut. C'est un capital. On ne peut pas piger dedans l'infini. Donc oui, il y a certaines choses qu'on a plus de facilité que d'autres à faire en même temps que d'autres. Il y a d'autres choses qui utilisent trop de notre concentration pour en faire 2. Je donnais l'exemple je vous mets au défi de faire 17 x 34 en même temps que vous tournez à gauche sur un feu vert dans la circulation. Bonne chance, d'après moi, il y a soit un accident, soit un très mauvais calcul ou aucune de ces réponses. Mais n'essayez pas ça, s'il vous plaît. Peut-être qu'Alex peut le faire. Mais tu sais, c'est ça. C'est pour dire que des fois, on dit moi, je suis capable de faire 2 tâches en même temps. Oui, ça dépend desquelles. Lorsque ça demande trop d'attention, on ne peut pas piger là-dedans à l'infini. Exact. Ben, c'est ça. C'est super intéressant. Bref, toutes les pratiques deviennent conjointes parce que je faisais la formation, puis moi, j'y allais d'un point de vue plus en neurothérapeute, puis j'observais certaines choses avec les dents crâniennes, avec les trucs. Mais évidemment, mes autres connaissances, ça devient des connaissances connexes, hein, parce qu'en prenant ce morceau-là, en le rassemblant avec mes autres, ça devient un nouveau produit encore plus intéressant. C'est pas un produit séparé, puis ça, j'aborde. Le Transformers grossit. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on veut, que le Transformers soit plus performant, parce que si on fait juste mettre un morceau à côté, c'est comme je te dis, j'ai cette maison-là, puis qui ne se communique pas, c'est la plus grosse erreur qu'on peut faire. C'est vraiment d'assembler, puis de trouver, moi, mon défi aujourd'hui, c'est d'arriver à la maison, puis comment, qu'en pratique, d'un point de vue, qu'est-ce que je vais faire pour ne pas perdre ces outils-là? Comment je vais faire pour les recycler? Puis il a suggéré quelque chose de quand même intéressant. C'est 20 minutes, 3 fois par semaine. Oui, moi, c'est ma suggestion. 20 minutes, 3 fois par semaine d'études qui sont quand même fort simples, mes cahiers de cours, je pense. Bon, écoute la TV. Quand je vous dis écouter la TV, c'est pas d'écouter un film, parce que le film, c'est des acteurs qui trompent leur langage corporel parce qu'ils prétendent être autre chose. Qui feignent une émotion. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, parfois, ils réussissent formidablement bien, d'autres fois non. Tu parlais de Bang Ryan. Ben non, il n'a pas vu City of Angel. Il a raté sa vie. Il n'a pas d'enfance, Matt. Puis bon, c'est ça. Fait que... On s'en est où que ça, cette affaire-là? Tu parlais du body language qui body language, ouais. Puis là, tu parlais de l'outil de oui, comment acquérir cet outil-là puis le positionner. Je pense que sérieusement, cette formation-là, c'est bon pour tout le monde. Faites-le quand vous pouvez, quand vous voulez. Tu prends seulement 6 personnes par cohorte. Oui, 6 personnes par cohorte. Je plafonne à ça parce que je favorise vraiment l'interaction puis la pédagogie dans mes cours, dans mes classes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que les personnes ressortent de la formation et soient formées et puissent être autonomes dans leur pratique, si on veut. Les gens ne pourront jamais s'afficher synergologue en faisant un seul niveau. Mais 2 jours de formation sur le langage corporel, je pense que ça donne quand même déjà. Ouais. Puis là, je donne jusqu'à 8 jours, donc 4 niveaux de 2 jours. Je pense que ça donne déjà quand même une excellente base pour pouvoir quand même pratiquer. Oui, ben c'est ça. Je sais qu'il faut c'est important parce que c'est trop important, ces outils-là, justement. Il ne faut pas les perdre, il faut absolument les pratiquer, puis il faut que ça devienne une routine. Puis moi, je veux vraiment que ça devienne comme un automatisme, puis je veux que ce soit mémorisé. C'est qu'un jour, quand la pratique... C'est amusant. Ça ne prend pas un an. Là. Quand, par exemple, je donne un niveau de 2 jours, là, ça prend quelques semaines.
maximum quelques mois, vous allez transformer ça en réflexe. Le savoir va se transformer en savoir-faire. Puis un jour, l'étape ultime, c'est que mes étudiants soient dans le savoir-être, mais là, on parle au 4e niveau. Là. Mais c'est ça, il faut que ça se transforme en pratique, en réflexe un jour. Si je peux me permettre de faire l'analogie un peu de la conduite, qui prend à peu près 2 minutes, je le prends. La synergologie, c'est un peu comme la conduite automobile. Quand vous apprenez à conduire une automobile, vous apprenez ça dans un cahier, la théorie est lourde, pas que vous comprenez rien, vous comprenez, mais tu sais, c'est lourd, c'est plate, c'est compliqué, vous voulez être sûr de rien manquer, c'est stressant. Puis ensuite vient l'étape de la pratique. Vous venez pour pratiquer, là, l'examen, c'est donc bien compliqué. Hein? Vous regardez ces angles morts dans le bon sens, puis il y a une séquence absolue. Qui fait ça aujourd'hui? Personne. Mais bon, à l'examen, c'est important. Ça n'existe pas pour rien, d'ailleurs, c'est important, mais vient un jour où tu n'as plus besoin de faire ça, puis tu es bon quand même. Mais bon, tout ça pour dire que dans les premières semaines où vous chauffez, vous conduisez un véhicule, c'est quand même laborieux parce que c'est pas naturel. C'est un processus que vous n'êtes pas habitué de faire. Vous êtes encore nerveux, un peu tout croche, automatique, robotique. Trop de choses en même temps. Puis vient un moment donné, vous ne savez pas c'est quand, c'est peut-être 2 mois, 2 ans, 20 ans après, mais vient un moment donné où vous chauffez toujours le même trajet, conduisez toujours le même trajet pour aller au travail. Vous avez fait 20 minutes de route, vous ouvrez les yeux, puis vous faites « Hey, je me souviens de rien, j'ai fait 20 minutes de route. » C'est bizarre, mais c'est devenu naturel à ce moment-là. La synergologie, c'est exactement la même chose. Au début, on apprend, c'est robotique, on pratique, c'est un peu artificiel parce qu'on se coupe un peu de la communication lorsqu'on tombe en mode analyse. Puis, à un moment donné, à force de pratiquer, il y a des acquis qui restent, puis on n'a même plus besoin de les étudier. On les voit momentanément. Puis là, l'analogie avec la conduite automobile est intéressante dans la mesure où n'importe quel moment où vous aviez les yeux à moitié ouverts lorsque vous faisiez votre trajet automobile, puis que vous vous en êtes même pas rendu compte, il y a un chevreuil sur le bord de la route, on freine immédiatement sans se poser de questions, c'est le réflexe inné. La synergologie, c'est un peu pareil. Vous allez voir des chevreuils lorsque dans le langage corporel, un chevreuil, dans le fond, c'est un item qui va vous sortir en plein visage, qui va être plus important, plus pertinent que les autres. Puis c'est à ce moment-là que vous allez réagir ou non, selon votre bon désir. C'est un peu l'analogie que je fais souvent. Les trucs se transforment en chevreuil, en synergologie. Au début, c'est quelque chose de flagrant qui représente wow, là, tu dois mettre de l'attention là. Oui. Exact. Fait qu'au début, c'est un processus qui est rigide, qui est boiteux, qui est laborieux un peu parce que c'est pas habituel, mais ça prend quelques semaines, là, puis ça devient assez naturel. Je commence dès ce soir, de mon côté. Je te mets au défi. Même chose pour la formation de niveau 2. Les points de pulsation, super facile avec ça, un coup. Il faut juste séquencer ensuite le système musculaire, se rappeler des tests, des méridiens, des phrases associées, des émotions. Ça devient du par cœur. Tellement j'ai fait une petite bévue, mais je suis tellement occupé avec mon lobe frontal à me dire que je dois parler du sujet de telle durée, de telle profondeur, puis que finalement, on n'articule pas aussi bien. On dit des conneries. J'ai même pas remarqué. Mais tantôt, je m'étais trompé sur mes muscles. Je m'étais trompé. Voilà. J'ai oublié de dire tantôt pour la formation avec Joël Castanet, c'était le 16-17 novembre à Montréal. On va le donner conjointement. Ça va être quand même très, très, très intéressant. L'être devant le thérapeute. Pour finir, je veux que vous sachiez, les animaux, aucun animal n'a été maltraité durant ce tournage. Aucun animal. Aucun animal. Non, c'est une joke, mais on parlait des... Bon, peut-être à cause qu'on parlait des chevreuils, ça m'est venu en tête. Mais en fait, je vais vous dire que spécialement pour ce live, la caméra a été mise dans la direction, c'est-à-dire nous ne sommes pas en mode selfie. Okay? Nous avons mis le trépied avec la caméra qui pointe vers nous, comme si vous preniez une photo, une forêt et un chevreuil. Puis là, on a Alexandra qui est en arrière qui nous dit « Est-ce que le live tourne toujours? » Live tourne toujours. Parce que si on ne le voit pas, ben ça plante, on a là des cons. Fait que là, je suis obligé d'utiliser ce modèle-là maintenant plus souvent possible. Je vais me trouver un système avec un miroir, je pense, derrière. Oh! Je viens de penser à sa solution. Hallelujah! Je viens de révolutionner le domaine. Alors, on va mettre un petit miroir en arrière qui va me dire si oui ou non Facebook ça a planté. Ou le téléphone, ou un appel en même temps. Ça peut arriver aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que c'est super important que vous nous voyez dans le bon sens parce que justement, tout l'apprentissage qu'on a fait, c'est par rapport aux yeux qui bougent de la gauche à droite. Mais si je suis en train de parler, puis vous voyez en ce moment de façon inversée, parce qu'on le fait en mode selfie, vous allez voir mes yeux passer de droite à gauche à la place, puis ça va vous envoyer complètement le message erreur. Puis ce qu'on réalise, je pense, en synergo, c'est que
Même des gens aveugles vont avoir certains comportements acquis comme ça, du langage corporel, sans avoir aveugle de naissance, en fait. Fait que c'est vraiment quelque chose de plus profond qu'on le croit dans notre ADN sur le langage du corps. Donc, c'est super important. Si on regarde quelqu'un qui est à l'envers, on reçoit des messages, neurones miroirs, n'oubliez pas aussi, qui peuvent être tronqués puis qui peuvent complètement erroner le message de la personne. En fait, c'est qu'en synergologie, on s'est rendu compte avec les observations qu'il y a une dimension de latéralité. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui sont faites d'un côté ou de l'autre qui n'ont pas du tout la même signification, voire des fois totalement opposées, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est différent d'un côté à l'autre. Donc, si je souris d'un côté ou de l'autre, ou je lève un sourcil plutôt que l'autre, ou je fais des gestes dans l'espace, lorsqu'on fait des gestes dans l'espace, puis je dis j'ai fait 2 pays, j'ai fait une tournée en Italie et en Nouvelle-Zélande, bien, on ne dira pas j'ai fait une tournée, j'ai été en Italie et en Nouvelle-Zélande. On va dire Italie, Nouvelle-Zélande. On va les placer différemment dans l'espace. Donc, ça crée une dimension de latéralité avec des significations qui ne sont pas les mêmes. Puis, ces significations-là bien, doivent être précises, puis ce que ça fait lorsque c'est inversé. Donc, lorsque vous faites des capsules, des lives, même des photos, mais c'est encore pire dans les cas de vidéo, parce que là, vous envoyez des messages qui sont totalement erronés. Puis comme j'ai dit tantôt, il y a même parfois opposition, même il y a des trucs qui sont pas si négatifs d'un côté, mais très négatifs de l'autre. Imaginez-vous si, on dit dans la logique gestuelle, qu'on va voir au niveau 2, il y a, je fais ça rapidement, il y a une dimension dans laquelle on place les choses dans l'espace de droite à gauche, soit qu'on les préfère ou on les aime moins. Je dirais pas laquelle, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est décodé inconsciemment, tu sais, ou du moins, on le croit. C'est sûr que si je place les choses que j'aime du bon côté, puis qu'on fait le live, puis qu'on est en mode inversé, vous envoyez toujours un signal en parlant de votre superbe passion, mais en la plaçant du côté que vous aimez le moins. Imaginez-vous l'impact que ça a dans votre message. Parce que dans le fond, vous voulez une seule chose dans votre live, lorsque vous en faites un, c'est transmettre un message qui est précis. Puis ce que vous voulez, c'est qu'il soit bien reçu. Donc, c'est sûr que de le faire à l'envers, c'est pas ce que vous voulez, un message erroné. Il s'est passé quelque chose parce que je travaille mon œil, veux pas. C'était super drôle parce que là, quand tu disais, avec un peu d'hésitation, tu t'es mis en SC2, tu as dit, je vais vous parler de ma tournée en Italie, en chose. Puis là, il était d'un côté, ça veut dire que je transmets une information que je sais que c'est pas trop pertinent, ça n'a pas de poids, mais ici, il n'a pas fait de tournée de même. Fait que là, mais visuellement, si l'image aurait été en selfie, ça vous aurait dit, je suis allé en Italie en truc, puis là, tu aurais fait, c'est un argument fort, là, c'est puissant. Mais lui, dans son inconscient, il a fait, je sais que c'est de la merde ce que je dis, je suis en train d'inventer. Mais en mode selfie, ça aurait. Mais c'est moins ressenti. Oui, c'est ça. Fait que l'inconscient aurait quand même fait, wow, il était. Bien, tu sais, à quel point on décode inconsciemment. Il y a des trucs qu'on décode quand même, puis il y a des trucs qu'on décode moins. Là, on ne connaît pas l'impact exact, sauf que c'est sûr que vous n'envoyez pas les bons signaux. Donc, à un moment donné, je veux dire, c'est un truc simple et gratuit que je vous donne. Donc, l'utilité de continuer à le faire à l'envers, votre live, je ne le verrai pas trop. Maintenant que c'est un truc gratuit et fort simple. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Moi, c'était un truc gratuit qui m'a fait plaisir de vous partager. Puis c'était une des conditions, si on veut. C'est la première condition que je t'ai posée. Manu, viens de faire un live, à condition qu'on ne mette pas ça inversé, s'il te plaît. Ouais. Parce que là, j'aurais l'air bien fou de donner ces conseils-là puis que ce soit inversé. Non, c'est ça. On ne se respecte pas dans ce qu'on dit. Il faut walk the talk, c'est super important. C'est la caméra, si elle serait devant moi ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne veux pas qu'elle soit en mode selfie. Je vous rappelle, il faut que la caméra prenne l'image comme ça, comme si j'étais un paysage, vous prendriez. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'à la place, mettre un miroir ici qui serait derrière pour que vous puissiez voir l'image ici, vous assurer que ça fonctionne bien. Pour avoir une petite télécommande à distance. Fait que je pense que c'est la solution que j'ai pensée. Sinon, on va vider Amazon demain, les petits miroirs sur Sinon, il y a des gens qui les font à partir du laptop. Moi, je ne les connais pas, là, les trucs pour faire ça à l'endroit, à l'angauche. Je fais juste constater que c'est une. Oui, mais la qualité à partir du laptop n'est pas super. Monumentale, parce que les gens ne le savent pas, mais ils le font toujours inverser. Oui, c'est ça. Super. Tu as une question intéressante? OK, excusez. On a une question intéressante. On a pas mal fait le tour, je pense. Ouais. Si c'est une caméra sur l'ordinateur qui pointe sur toi, est-ce que tu as une idée de... Non, c'est ça. Comme je disais, malheureusement, moi, je suis vraiment pas technologique. La question est super intéressante, mais au point de vue de la technologie, je ne m'y connais absolument pas. C'est mon 2e live que je fais à vie. Donc, les trucs de selfie, moi, je les remarque chez les autres, je les constate, mais à savoir quel outil fait en sorte que le laptop, il est-tu à l'endroit, il est-tu à l'envers. Tout ce que je constate, c'est qu'il y a des gens qui les font. Si la caméra est devant toi ici, comme ça, puis c'est le petit truc qu'elle a, c'est un selfie, parce qu'elle te regarde de face, donc elle inverse les choses. C'est le truc, malheureux. Si tu te regardais dans le miroir, tu vois l'image.
Ouais. Ben, toi, je pense que c'est juste pour savoir si ton tu sais, parce que là, ton Kodak, ton téléphone, il est à l'envers, il est du bon côté. Parce qu'habituellement, quand on se prend en selfie, on voit l'écran. Oui, c'est ça. On veut Là, voir ce qu'on Nicolas fait. l'a mis de façon à ce qu'on ne voit pas l'écran. Alexandra la voit. Ouais. Mais Nicolas disait s'il voudrait se passer de la présence d'Alexandra pour s'assurer que le live se déroule bien, Ouais. la mettre de façon à ce qu'il ne voit pas l'écran, mettre un miroir derrière le téléphone pour qu'il voit si ça fonctionne bien. Pas que Facebook plante, le téléphone plante, je reçois un appel pendant ce temps-là, puis qu'on parle ensuite pendant 1 heure dans le vide. On arrive, Ouais, c'est ça. n'a pas filmé. J'ai fait Ça un m'est live déjà comme un arrivé, imbécile ça m'est déjà pendant arrivé une avec heure, Brigitte Carac. On était, wow, après ça, on a une panne électrique. C'était vraiment, c'était formidable. Alors, voilà. Hey, merci beaucoup. Les dates, petit rappel, Synergo, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a 11-12 janvier 2020. Fait que prochaine batch. J'ai déjà 2 places de partie, il en reste juste 4 sur 6. OK, De le dire, bon, là. dépêchez-vous. Ça vaut vraiment la peine. C'est au mois de janvier, déjà des places de partie. Ouais. Hey, argument fort, tu vois, je vais me mettre un argument quand fort. même. Ça va bien. Niveau 2, à Nantes, 10, 11, 12 octobre, il faut passer par l'organisme de formation CE2, mais vous pouvez quand même aller sur mon site, c'est le niveau 2, c'est là qu'on apprend tout le décodage psychocorporel comme ça. On a l'aide devant le thérapeute avec Joël Castanet, qui va être top comme cours. C'est le 16, excusez, j'ai sur un tableau. 16-17 novembre à Montréal, à mon retour de la tournée française. Puis c'est ça. Hey, suivez-vous sur les médias sociaux. T'es où, toi? Principalement sur Facebook, un peu actif sur Instagram et LinkedIn, mais vraiment principalement sur Facebook. Synergo, Syner-Go. Oui. Parfait. Mon site web est en pleine construction, donc pas avant quelques mois parce que je mets la totale dessus. Est-ce qu'on te parle par Synergo ou par ton manuel constant? Préférablement par Synergo, mais c'est quand même possible par manuel constant. Préférablement Synergo. Oui, parfait. Top. Même chose, si vous allez sur ma page personnelle ou mon institut Neuroperformance, excusez-moi, à Facebook, il y a un Linktree qu'on a mis là, Linktree dans la bio. Vous cliquez là-dessus, vous avez accès à tous mes médias sociaux, vous pouvez vous connecter sur YouTube, etc. Vous voyez les derniers articles, dernières capsules, dernières vidéos YouTube. C'est super pratique si vous aimez voir les contenus. Ça va être transféré sur YouTube prochainement, en podcast aussi, pour ceux si vous n'avez pas le temps d'écouter au complet, mais vous êtes à la fin de vidéo, fait que ça par rapport à ce que je dis. Mais partagez-le à vos amis, partagez un beau petit like, likez la page Synergo, likez la page Institut Neuroperformance. On adore ça. Je pense que ça vaut la peine pour tout le monde, ne serait-ce que pour les vidéos. Puis apprendre à communiquer. Le petit truc de coupe que j'ai donné aussi tantôt, super fort. Hein? Je ne suis pas apte à communiquer en ce moment. Est-ce que tu me donnes le temps de me recentrer? Oh, oui, il y avait quelques perles cachées, je pense. Oui, c'est ça. Fait que partagez, s'il vous plaît. Super cool. On a hâte de voir en formation. N'hésitez pas à poser vos questions. Même chose, c'est plus pratique pour moi pour la page parce qu'on est plusieurs qui s'occupent de l'Institut de performance parce qu'on est rendu avec 14 profs puis plusieurs choses. C'est rendu très gros. Puis souvent, on est en tournée avec les décalages. C'est un peu compliqué. Alors, je vous remercie beaucoup. Au plaisir. On se revoit. On va répondre à vos questions en privé. Ça me fait plaisir. Merci. Bisous. Merci beaucoup de l'écoute.